Et nous passons maintenant à la deuxième critique, Les fourmis de Bernard Werber. Armand, vas-y. Alors oui, donc moi je vous présente Les fourmis, mais pas Bernard Werber, qui est un auteur prolifique contemporain. Alexandra est-il encore vivant? Oui, il est toujours vivant. C'est magnifique, ça ne change rien. Et en pleine forme. Donc Les fourmis, c'est sorti en 1991, qui est, comme tout le monde le sait, la meilleure année, parce que ça a marqué la naissance de beaucoup de choses très importantes, dont la personne qui parle, en fait. Moi aussi. Moi aussi. Ah, c'est une émission 91. Génial. Donc c'est un roman qu'on peut classer entre la science-fiction et la philosophie, mais qui se retrouve étrangement plus ou moins ou pas, parfois classé dans les polars, dans les rayons. Donc pourquoi pas, mais on va expliquer pourquoi. Dans Les fourmis, on suit en parallèle l'histoire d'une famille humaine qui réside à Fontainebleau et de plusieurs fourmis d'une même colonie, la fédération de Bellocan, dont chacune occupe une fonction dans la société fourmi, que ce soit reproducteur, future reine, soldate, espionne, etc. Du coup, on suit un récit de manière synchrone, ce qui veut dire que Werber alterne quasiment sans transition ou avec d'habiles transitions, ce qui est assez sympa, justement, entre l'histoire du côté fourmi et l'histoire du côté humain. Le héros humain s'appelle Jonathan Wells, qui hérite de l'appartement de son oncle Edmond, qui est un biologiste renommé un peu fou, auteur d'une encyclopédie qui s'appelle l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est une encyclopédie fictive, dont le roman comporte des extraits. Les réflexions de Werber dans Les fourmis tournent autour de nombreux, mais vraiment nombreux thèmes, si bien qu'on a parfois l'impression de lire 3 ou 4 livres en même temps. Déjà que le roman suit 2 arcs narratifs majeurs, simultanément, on ajoute à ça des thèmes assez variés. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux arcs narratifs synchrones se rejoignent à la fin. Donc on suit le cheminement jusqu'à un entrecroisement, sans rien révéler de la conclusion. Puisque Werber effectue un rapprochement entre la société fourmi et la société humaine, en abordant une multitude de questions, donc philosophiques, comme la place de l'homme dans l'histoire de l'univers par rapport à celle des fourmis, mais aussi biologiques, politiques, les rapports de domination et l'appréhension de l'étranger, scientifiques au sens premier du terme, les savoirs, la question du secret, la hiérarchie, la guerre et même des réflexions cosmologiques, enfin bref, c'est vraiment très très riche. Donc moi ce que j'ai pensé de ce livre, que je n'avais pas lu à l'époque, donc pour moi il mérite sa réputation de classique, de par sa nature originale, donc pour la focale sur les fourmis, la structure du livre avec les 2 arcs narratifs synchrones, et la richesse de son récit. Donc je vais pas éviter le jeu de mots facile, je vais y aller quand même. Ça fourmille de détails, j'étais obligé, parfois à l'excès. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en comparaison avec des romans de science-fiction qui vont être beaucoup plus plan-plan, c'est-à-dire moins audacieux dans l'univers proposé, où on aurait des sociétés aseptisées, ou une espèce de dystopie, etc., Werber arrive à nous intéresser, en tout cas moi il m'a intéressé, à de banals insectes, à leur biologie, l'organisation de leur société, leurs moyens de communiquer, en miroir évidemment de la civilisation humaine. Toutefois, si le roman arrive à être original, drôle, frustrant, je pense à l'histoire de la cave qui quand même nous balade, nous fait descendre d'ailleurs une bonne partie du roman sans rien nous révéler, même si c'est progressif, ça reste quand même assez lent. D'ailleurs la cave, moi j'y ai vu peut-être une subversion de l'allégorie de la caverne de Platon, parce que ça tourne quand même autour de la question du savoir. Ça ça incombe à la morale du roman, selon moi, on en reparlera peut-être. J'ai trouvé ça aussi bavard, mais on arrive à maintenir un suspense constant de la première à la dernière page, et on découvre il y a un twist final évidemment qui nous fait découvrir tous les enjeux, pourquoi les 2 histoires sont liées, etc. Même si je l'ai trouvé frustrante cette fin, mais ça on va reparler juste après, je pense. Enfin, malgré toutes ces qualités et toutes ces spécificités, on peut quand même dire que la prose de Werber est pas non plus hyper folle, mais je sais pas vraiment si c'est un défaut, parce que pour moi, même s'il y a des trucs un peu bateaux ou des formulations très simples qui parfois fonctionnent, notamment dans les transitions, je trouve que c'est une qualité parce qu'en fait, via une expression simple, il fait de la vulgarisation sur quelque chose de biologique, qui est pas forcément, qui est peut-être un peu abscon au départ ou un petit peu compliqué, mais ça permet de transmettre des trucs peut-être un peu complexes ou qui seraient peut-être chiants autrement, nous parler des fourmis si on le faisait avec des mots hyper compliqués et biologiques. Donc moi voilà à peu près ce que j'en ai pensé.
Anne-Alexandra, est-ce que toi aussi tu as plongé avec délectation dans les fourmilières? Alors pour commencer, Mehdi, t'as dit que Bernard Werber était en pleine santé, et en fait pas du tout, puisque il combat contre la spondylarthrite ankylosante, qui l'handicape depuis l'âge de 8 ans. Donc. Ah oui, non, mais c'est d'accord. Mais c'est depuis toujours. Donc il est vivant, oui, mais pas en pleine santé. Il vient de sortir un livre policier, justement, un vrai polar. J'imagine qu'il est donc rangé dans la catégorie science-fiction, celui-ci. Sûrement. Anne-Alexandra. En dehors de ça, du coup, moi j'ai beaucoup aimé le livre. Ça se lit très facilement. En fait, c'est pas spécialement un livre que je recommanderais à des lecteurs de notre génération, c'est-à-dire passé 25 ans, parce que c'est peut-être trop simple. Mais pour quelqu'un de collège-lycée, je trouve que c'est idéal. C'est intéressant. La partie où on suit les humains m'a pas non plus... c'est sympathique, quoi, mais ça va pas accrocher des masses. Par contre, les fourmis, c'est un peu intéressant. Genre, est-ce que les fourmis, elles vont mourir? Est-ce qu'elles vont pas mourir? Et est-ce que t'as appris des choses? Oui, mais en fait, le problème quand j'apprends des trucs dans les livres, c'est que je sais jamais si c'est vrai ou si c'est inventé pour le livre. Donc au final, j'ai appris des trucs, mais je sais pas si c'est vrai. Il y a une certaine part d'extrapolation dans ce que raconte Werber. La plupart des choses sont vraies d'un point de vue biologique, mais il crée quand même beaucoup d'exagération, de capacités que n'ont pas les fourmis ou d'autres insectes. Alors, est-ce que les fourmis ont des sentiments? On sait pas. Bah là, ça touche les questions philosophiques qu'il pose, et auxquelles on n'a évidemment pas les réponses, puisque dans notre prisme d'humain, on définit nos propres sentiments. Qu'est-ce que ressentent des fourmis? C'est quand il parle il y a un passage sur la douleur qu'éprouvent les fourmis. Elles n'ont pas de nerfs, elles n'ont pas les mêmes douleurs que nous, mais elles émettent des phéromones particuliers. Donc, est-ce que c'est leur propre conception de la douleur? Donc, c'est des questions en effet intéressantes qu'il touche. Moi, je dois vous avouer que Bernard Werber, c'était sûrement l'auteur de mes années collège, avec, je l'ai déjà dit pour Stephen King, et la troisième de la Trinité, c'était Agatha Christie. Mais donc Werber... pas J.K. Rowling? Non, J.K. Rowling, c'était un peu avant. Mais non, je préférais vraiment Werber, je les avais tous dévorés. Donc j'ai lu Les Fourmis, la suite Le Jour des Fourmis, la suite La Révolution des Fourmis, Le Cycle des Dieux, Les Thanatonautes, Mille et une pattes que j'avais beaucoup aimé aussi, mais ça n'a rien à voir rarement. Et donc je connaissais son œuvre pas par cœur, mais je suis un familier de ses raisonnements, de ses façons de penser. Et Bernard Werber, je m'en étais lassé fin lycée. J'étais arrivé au bout de ce qu'il pouvait m'apporter en termes de réflexion philosophique, etc. Donc c'était avec beaucoup d'appréhension que je me remettais à lire Les Fourmis, cette œuvre donc que je pensais bien connaître. Et dès la première page, je me suis dit, oh là là, ça va pas être possible, parce que je vous lis un petit extrait, donc une scène de dialogue, une seule réplique, qui est « Waf waf, file le chien ». Il écrit vraiment waf waf, et je me suis dit non mais si c'est comme ça tout le livre, ça va pas être possible. Je me souvenais pas. Tu dis que la prose n'est pas folle, c'est quand même sacrément mal écrit à plein de moments. À plein de moments, oui, mais après je trouve qu'il brille quand même pas mal sur les passages justement dans les galeries des fourmis. Oui. Et comme disait Anne-Alexandra, c'est vrai que sur les passages humains, entre guillemets, c'est un peu plus bateau et... On a l'impression que quand il est emporté dans le récit, sa plume est aussi emportée et ça passe mieux. Mais que dès qu'il doit relancer ou réexpliquer des trucs ou faire des... Là, tout de suite, c'est hyper artificiel et parfois tu souffles. Hein. Tu souffles en lisant des phrases... Malgré la simultanéité entre les deux arcs narratifs humains et fourmis, il y a quand même beaucoup plus de place laissée aux fourmis. Oui. Et on sent que les insertions de passages humains, des fois, ils sont hyper courts et pas forcément bien écrits, alors qu'au final, il décrit une scène simple qui pourrait enjoliver d'une autre manière, quoi. Oui. Et donc, j'ai commencé le livre un peu triste de me dire, ça y est, je vais encore une fois avoir un regard désillusionné sur ma jeunesse. Et au final, j'ai quand même été emporté par le récit, qui est toujours aussi efficace, même quand on sait à peu près ce qui va se passer. Même si on connaît l'énigme des allumettes, et parce que la partie humaine est notamment parcourue par ce suspense d'une porte qu'il faut ouvrir en répondant à l'énigme des allumettes. En pensant autrement. Donc si on l'a. Alors l'énigme, c'est quand même comment faire 4 carrés avec, quatre triangles équilatéraux. 4 triangles équilatéraux, c'est ça, merci, avec 6 allumettes. Qui est l'énigme la plus connue, je pense, des allumettes. Dès qu'on a fait un peu comment ça s'appelle, les énigmes sur les toilettes, les trucs comme ça là, oui, ou c'est le genre d'énigmes, des petits livres qu'on offre à Noël quand on sait pas quoi acheter. Géométrie dans l'espace, tout simplement. Ou bien ça. Ouais, c'est tu vrai viens de donner la réponse. Non.
Mais par contre, c'est vrai que quand on la connaît pas, ça marche bien. On a envie de savoir ce que c'est. Apparemment, les personnages principaux n'ont pas fait de géométrie dans l'espace. Hein, oui. Ah si, l'enfant, il en a fait. Et donc, j'ai quand même été emporté. J'ai surtout aussi été emporté par le foisonnement, comme tu disais, de connaissances sur les fourmis, parce que j'avais tout oublié. Hein. Donc, je vous préviens, vous allez tout oublier dans les 2 prochains mois, tout ce que vous avez appris. Est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas, mais le problème, c'est que, comme tu disais, Alexandra, moi, ça m'a vraiment, cette fois-ci, je sais pas si j'avais eu le coup la première fois, mais là, j'ai vraiment eu un souci avec qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Je parle pas des questions philosophiques sur les sentiments, les douleurs, mais même des trucs très concrets. Par exemple, à un moment, il dit que certaines fourmis ont une tête spéciale et qu'elles bouchent les entrailles et qu'elles font des tampons, et je me suis dit, mais c'est fou, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc j'ai passé mon livre à Wikipédia, parce que maintenant, grâce à l'invention du smartphone que je n'avais pas au collège, j'ai pu passer en revue tout ce qu'il y avait dans le livre, et disons que il part de la réalité. C'est le principe de la science-fiction. Il faut pas non plus tout prendre comme argent comptant. En fait, le problème, c'est qu'il prend, enfin, c'est pas un problème, mais la problématique de ce que t'exprimes, je pense, c'est qu'il prend une espèce d'insecte qu'on connaît, enfin, qu'on pense connaître très bien, et du coup, il montre qu'il peut broder à partir de ça. S'il avait pris des extraterrestres ou une race fictive, ou, je sais pas, des humains améliorés, des animaux améliorés, là, on se serait dit, on aurait accepté, là, tu serais pas allé sur Wikipédia. Mais je pense qu'il y a un dispositif, dans son dispositif, narratif lui-même, il se met en position du savant. Même marketing, hein, sur la 4e de couverture, on a scientifique, écrivain scientifique, il fait toujours dans son livre, il y a la référence avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. On a quand même l'impression qu'il se pose sur la position de quelqu'un qui va vous apprendre des choses, et du coup c'est un peu faussé quand tu regardes la réalité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même des faits incroyables qui sont vrais. Donc quand tu tombes dessus et que tu fais... C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, malgré ce questionnement, il rend ça plausible. Oui, en plus il rend ça plausible. Et ça sert à l'action, donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, tu parlais de l'encyclopédie du savoir absolu, là. Pour moi, c'est les passages que j'ai préférés. Enfin, les inserts avec les paragraphes en italique, en fait, qui sont un peu des tiroirs dans le récit qu'il met pour réfléchir sur une situation qui vient de se passer ou une définition. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. D'ailleurs, ça existe en livre. Il l'a sorti que ce genre d'extrait compilé. D'accord. Donc je vous le dis. Oui, d'ailleurs, il y a un énorme glossaire à la fin du... Oui, un lexique avec tous les termes importants. Mandibule. Mitridatisation, que j'aimerais beaucoup avoir pour échapper à mon état grippal. On vous laissera le soin de googler mitridatisation. Je sais plus le dire. Mitridatisation. Ce sera mon mot du mois du mois prochain. T'auras après le prononcer. Voilà, je vais m'entraîner. Et pour finir, je trouve aussi frustrant, j'avais oublié que ce livre, je le trouve très mal fait en soi, en fait. Je m'explique. Il fait partie d'une trilogie. Donc, et quand on connaît la trilogie, on voit que ce livre sème plein de graines qui vont fructifier par la suite, et notamment sur les véritables enjeux qu'il y a entre les fourmis et les êtres humains. Mais quand tu le lis, là, à la fin, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Il y a plein d'enjeux qui sont lancés, la cave on nous en parle pendant je sais pas combien de temps, et à la fin ça retombe comme un flanc, il se passe pas grand chose, et il y a pas de révélation extraordinaire qui permettrait de mettre en contact les fourmis et les humains, parce que c'est ça qu'il laisse entrevoir pendant tout le livre, c'est le moment où les deux civilisations ont communiqué. Et ça, c'est les prochains livres. Et je trouve ça dommage que le livre ne soit qu'une ouverture à ce qu'il va écrire par la suite. Et je trouve qu'en soi, il ne fonctionne pas. Il est bancal. Je suis complètement d'accord, c'est ce que j'évoquais peut-être sans le dire dans ma présentation, c'est que la fin, elle est hyper frustrante. Puis, enfin, c'est pas une bonne fin, quoi. T'attends la saison 2, et comme là, on lisait évidemment le livre, le roman en tant que tel, sans le lier à d'autres épisodes, c'est vrai que... Puis c'est un peu... c'est 91, donc maintenant, c'est des fins auxquelles on s'attend un peu, c'est éculé, donc on a peut-être aussi cette réflexion-là, quoi. Bah moi j'ai pas trouvé que la fin ouvrait quoi que ce soit, je trouvais qu'elle fermait un peu tout et qu'elle coupait net l'envie de lire la suite, genre la fin est tellement plan, enfin au final on apprend ce qui se passe dans la cave, ça casse pas trois pattes à un canard, les fourmis, machin, on a juste une espèce d'opposition en mode tel clan de fourmis est bien, tel clan de fourmis est pas bien, tels humains sont gentils, tels humains sont méchants, et ça donne pas envie de lire la suite, y a pas de suspense, y a rien, non. Quoi. Et je trouve qu'il fait partie du coup de ces livres qui, à force de multiplier les mystères,
déçoivent parce que les mystères sont bien faits. Pour moi, je vous trouve un peu sévère avec l'intrigue de la cave. C'est vrai qu'ils l'utilisent de manière assez artificielle, mais du coup, t'as envie de savoir, de voir qu'il y a 10 policiers qui disparaissent dans une cave et tout ça. T'as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il y a, T'as la déception. Enfin, Et t'as du pas coup, forcément la déception. Parce que comme tu dis, il le construit comme ça, on y revient tout le temps. On se dit, allez, on y arrive, il reste 10 pages là, donc là, je vais savoir. Et puis là, tu fais, ah ouais, d'accord. Puis la morale est contestable aussi, je trouve, sur le savoir. Sans vouloir trop spoiler, il se passe pas grand chose de très gore, il y a pas de détails sur les disparitions ou même les fourmis quand elles meurent. Enfin, même quand il rentre dans le lézard et moi la bataille du lézard, Ça t'a marqué, le lézard. ça m'a marqué la première fois quand j'étais au collège. mais en Et la fait, deuxième fois, ça m'a toujours autant répugné, la façon dont il le tue. en fait, quand t'as déjà vu des fourmis envahir un lézard, bah tu sais que c'est comme ça et puis c'est la vie quoi. J'ai trouvé plutôt le passage du moineau, moi, assez Oui, bah, c'est le même. dégueu C'est plus que le- les arts. À chaque fois, en plus, faut voir par quel voie il rentre. Je sais pas si c'est quelque chose de philosophique, mais bon, c'est il rentre dégoûtant. par derrière, quoi. Oui. Bah moi c'est plus quand il y a la fourmi qui manque de se noyer que là il y avait du suspense pour moi, mais le reste bon. Après, ça reste très biologique parce que c'est beaucoup de membranes et de Oui. transpercement de jus, de fluide. C'est pas non plus, enfin, c'est pas vraiment gore, quoi. Parce Non. qu'en fait, on n'a pas le sang, on n'a pas la chair, on a du vocable animalier, voire charcutier, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un autre problème de ce livre, à mon sens, et c'est encore une fois dans sa construction, c'est qu'il nous fait, comme tu l'as dit, l'inventaire des insectes. Donc on a fourmis versus scarabée, fourmis versus lézard, fourmis versus termite, fourmis versus moineau. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu ma claque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, où quand il y a vraiment un passage où elle les enchaîne, elle tombe, il y a une araignée, elle retombe, il y a un truc. Et je me suis dit, Ça fait un peu Battle Royale, ouais. ça fait Battle Royale. En plus, c'est répétitif parce que généralement, c'est à peu près les mêmes choses qui se passent. Et je me suis dit, c'est vraiment grossier, quoi. C'est au chausse-pied, j'insère tous les insectes de la création pour en parler et... En revanche, par rapport au conflit justement et aux batailles, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que dans l'histoire du conscrit, sur les descriptions, sur l'ingéniosité du renouveau technologique en fait, parce qu'ils développent de nouvelles armes, ils se servent de nouvelles stratégies militaires, et ça c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. C'est vrai, d'ailleurs, je suis surpris que ce livre n'ait jamais été adapté en film, que ce soit d'animation ou de faux documentaires, parce que... Il y a Fourmise. Oui, mais c'est pas... Il y a des rumeurs. Non, vraiment, il y a des rumeurs comme quoi c'est inspiré de Verdun. Elles existent. Ah, d'accord. Ok. Bah, parce qu'en effet, la scène de la grande bataille avec l'armée de fourmis qui déferle, t'as tout de suite les images en tête. C'est là où il est très fort. C'est que tu t'imagines quelque chose tout de suite d'assez épique sur un sujet qui ne Pour traite revenir pas. sur ce que je disais tout à l'heure en blaguant sur 1001 pattes, c'est pareil, t'as toutes les espèces un peu présentées, t'as le scorpion, pas le scorpion, le scarabée rhinocéros, t'as La loche-muche. Exactement, la chenille, etc. Et c'est vrai, la loche-muche. C'est qu'elle produit une drogue, c'est fou, ça. C'est assez intéressant. Oui. Et par contre, en effet, le biais le plus fort du livre, c'est son parti pris anthropomorphiste des fourmis. Je pense, moi, qu'il va trop loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages où je me suis dit, il fait ça pour son livre parce qu'il sait pas comment faire passer des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les fourmis se posent des questions, où ont des actions qui correspondent pas du tout à ce qu'il nous décrit autrement dans son livre, en nous disant la société fourmi, cela. Et après, quand il part dans la partie espionnage et qu'elle commence à tendre des pièges de partout ou à réfléchir sur leur existence et tout ça, et tu décroches un peu parce que tu te dis bon, tu vas trop loin là, Bernard, calme-toi. Et... En fait, ça passerait mieux s'il y avait pas le récit humain en face sur Oui. ce genre de choses. Mais comme c'est un parti pris, tu Mais c'est un parti l'acceptes pris. pas. Au moins, il existe. Il a le mérite d'exister. Et je suis d'accord avec toi, Alexandra, sur le public visé. Je pense clairement que je regrette pas à l'époque d'y avoir lu et de les avoir tous lus. D'ailleurs, c'est un livre pour collégiens, début lycéens, je pense. C'est un livre parfait pour se poser certaines questions à un moment de sa vie. C'est très accessible. Bon, je pense qu'il aurait pu quand même être mieux écrit, même pour des collégiens, mais c'est un livre qui est encore, je pense maintenant, à recommander à tous les collégiens qui ont pas d'appétence pour la lecture, parce que c'est un livre qui permet aussi de facilement rentrer dedans. Et même pour ceux qui aiment lire, ça fait partie des grands classiques de la littérature jeunesse, même si je pense que Bernard Werber serait extrêmement courroucé de nous entendre dire ça, parce qu'il est aussi souvent en croisade contre les critiques snobs qui rejettent ses livres. Il écoute pas le podcast ? Si, bonjour Bernard. Salut. Il faut s'améliorer sur l'écriture. Tu vas voir ta prochaine liste de livres. En parlant d'écriture, je vais peut-être lire un passage pour terminer. Pas d'autres remarques ? Non, Non, c'est bon. Alors c'est parti pour l'extrait. C'est une réflexion du personnage principal humain et non fourmi. Un petit peu entrecroisé des réflexions du narrateur, mais on va dire que c'est la même personne.
Jonathan ne savait pas vraiment dialoguer. Il considérait que la discussion était faite pour servir de vase communicant. Et il y en a un qui sait, le vase plein, et un qui ne sait pas, le vase vide, lui-même en général. Celui qui ne sait pas ouvre grand ses oreilles et relance de temps en temps l'ardeur de son interlocuteur avec des... Et alors ? Parlez-moi de ça, et des hochements de tête. S'il existait d'autres moyens de communiquer, il les ignorait. D'ailleurs, il lui semblait, à observer ses contemporains, que ceux-ci ne faisaient que se livrer à des monologues parallèles, chacun ne cherchant qu'à utiliser l'autre comme psychanalyste gratuit. Dans ces conditions, il préférait sa propre technique. Il avait peut-être l'air de ne détenir aucun savoir, mais au moins il apprenait sans cesse. Un proverbe chinois ne dit-il pas « Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie » ?